c'est un peu en remontant le temps, il y a un événement qui a marqué l'histoire de notre région, c'est la participation des Marocains et des Rifas en particulier dans la guerre civile espagnole. Et là, ce sont 80 000 Marocains qui ont été enrôlés par Franco pour aller combattre à côté de l'armée fasciste contre un pouvoir démocratiquement élu. Et donc moi-même, homme de gauche, je m'étais posé la question, comment ça se fait que mes parents, mes grands-parents, qui hier se battaient contre Franco, aujourd'hui se retrouvent enrôlés à côté de Franco. Et donc c'est l'histoire de mon grand-père, en quelque sorte, qui avait fait cette guerre, et qui, une fois sur place, ne comprenait pas ce qui se passe. Il a observé que des deux côtés, les Espagnols de gauche comme ceux de droite s'entretuaient, et les Rifas, ils étaient au milieu, ils ne comprenaient pas exactement. Au début, ils avaient été enrôlés pour une question de 2-3 mois, et que la guerre allait finir en quelques mois. Ils se sont retrouvés dans une guerre de mercenaires qui a duré plus de 3 ans, et avec énormément de victimes, énormément de morts. En plus, ils étaient très maltraités, aussi bien par le camp de Franco que la gauche elle-même, parce qu'il les traitait de sauvages, et on leur reprochait, disons, énormément de choses. En fait, je remonte un petit peu encore plus loin dans l'histoire, et j'en arrive à la guerre de Abdelkrim, la révolution contre le colonialisme français et le colonialisme espagnol, qui s'était permis en 1912 de partager le Maroc en 2 parties. Une partie offerte à l'Espagne qui était le nord, et une autre partie offerte à la France. Avec la France, la partie du sud du Maroc, ça s'est passé, disons, avec Lyoté, c'était le premier résident qui arrive à Rabat et qui installe sa politique de pacification, utilisant à la fois le bâton et la carotte, alors que dans le Rif, il y avait une résistance à la pénétration espagnole. Et donc c'est la mythique République de Rif, instaurée par Abdelkrim en 1921. Et j'attache donc une importance. Je ne voulais pas réécrire tout ce qui a été dit sur Abdelkrim ni sur la République du Rif. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup d'écrits. Donc moi je voulais prendre un angle un peu différent, un angle un peu particulier, un angle critique, à travers un personnage, Qaïd Haddou, qui est un franco-rifin. Cet enfant, qui est né dans le Rif en 1886, était obligé de fuir le Rif parce que sa tribu était accusée d'attaquer, de faire en quelque sorte du travail de corsaires et de pirates. Ils attaquaient les bateaux espagnols et les bateaux anglais qui passaient. Le Makhzen, le sultan, n'avait d'autre solution que d'envoyer ses soldats pour les punir. Alors un jour, il se décide avec son oncle de fuir la région et d'aller s'installer en Algérie française, qui à l'époque était colonisée française. Il était installé à la frontière, dans un petit village qui s'appelle Porcey, qui a été construit par un Français, un colon français, qui était là depuis très longtemps, et qui a construit même une petite ville. Ce petit village a été construit par Louis, il s'appelle Louis Bournassé, qui a construit. Et donc Haddou, avec sa tribu, ses amis, sa famille, se sont installés là-bas, et c'est là-bas qu'il a grandi. Et donc il est passé par plusieurs étapes, donc de berger à pêcheur, ensuite à marin, à contrebandier, à homme d'affaires. Et c'est le premier pilote marocain. Donc il s'était enrôlé dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale pour aller faire la guerre à côté des Français. Et donc il a eu ce diplôme de pilote de chasse. En 1921, arrive la bataille d'Anouel, la grande victoire de Abdelkrim et ses hommes sur les Espagnols. Et c'était, disons l'événement majeur de cette guerre. Abdelkrim, voyant qu'il a commencé à prendre une dimension importante, il avait un problème avec le sud du Maroc. Et le sud du Maroc à l'époque, c'était Lyoté et la colonisation française.
Abdelkrim voulait se contenter donc de pacifier sa région. Une fois les Espagnols expulsés, trouver un accord avec la France. La personne capable de faire ce travail n'était rien d'autre que Qaïd Haddou, parce qu'il était en même temps rifin et français. Donc Abdelkrim envoie son oncle, il fait appel à Qaïd Haddou, qui vient après avoir hésité longtemps, parce qu'il avait une situation vraiment très confortable à Oujda. C'est un homme d'affaires, il est devenu un grand homme d'affaires. Il fréquentait donc les milieux, disons, les milieux français d'un certain niveau. Donc il avait des relations, y compris avec les autorités françaises de l'époque. Mais quand il est venu dans le Rif, il a retrouvé son village natal. Il a retrouvé donc la maison où il était né. Et s'est décidé donc de s'engager. Et Abdelkrim donc l'avait chargé d'entretenir des relations. Donc le choix de ce personnage, parce que d'abord il n'est pas connu, on en parle très peu. Dans tous les livres, il y a deux livres, il y a deux références qui de temps en temps parlent de Haddou. Et il y a le livre de Gabrieli. Gabrieli, c'était le contrôleur civil de la ville de Taouri, qui était son vis-à-vis. C'est-à-dire que Haddou du côté de Abdelkrim et Gabrieli du côté français, ce sont eux qui essayaient de trouver une entente, de négocier. Ce monsieur, à la fin de sa vie, il a écrit donc ses mémoires, il parle de Haddou, souvent très mal. D'ailleurs, pour ceux qui vont découvrir le livre, ils vont voir que la première partie du livre, c'est un peu une partie, donc on reviendrait peut-être à ça, s'il s'agit de fiction ou d'histoire et tout ça. Mais là, j'invente une rencontre avec Gabrieli, qui rencontre par hasard Haddou à Souera, et il lui dit, bon, à la fin de leur rencontre, il lui dit que la prochaine fois, on se verra et je t'amènerai ce que j'avais écrit sur toi. Haddou est un peu dans ses sentiments. Il s'était dit pourquoi c'est le vainqueur qui veut écrire notre histoire. Et il dit, il prétend qu'il peut parler sur moi. Alors il décide de se mettre à écrire et à raconter un peu sa vie. À travers disons, le récit, on retrouve donc toute l'histoire de la guerre du Rif, les relations de négociation avec la France, parce que souvent, malheureusement, les Français ne connaissent pas cette partie de l'histoire. Parce que si Abdelkrim a été vaincu dans la guerre du Rif, c'est la France qui en a décidé. C'est Pétain qui avait fait cette sale guerre en débarquant dans le Rif avec 200 000 soldats français venus du Sénégal, venus même du Ruhr d'Allemagne pour venir faire la guerre à Abdelkrim. Et puis Lyoté s'est retrouvé assis sur deux chaises. Lyoté, c'était quelqu'un qui voulait rentrer dans le Rif sans y rentrer. Il voulait occuper le Rif sans faire la guerre. S'est retrouvé éjecté. On l'avait remplacé par Pétain, qui avait tranché et s'est allié avec les fascistes espagnols. Ils ont fait la sale guerre. Et donc, au bout de 6 mois, ils sont arrivés à bout de la révolution du Rif. Merci ces belles paroles concernant et ces récits qui est très lié à la réalité, colle à cette guerre du Rif, sale guerre du Rif de la part de la France et l'Espagne. Ce qui n'est pas dit, mais qui n'est pas assez dit, c'est que les séquelles de cette guerre, on les trouve jusqu'à aujourd'hui. Cette guerre, c'est-à-dire abandonnée, a laissé sa trace sur les murs, sur les traces, sur les montagnes, dans les petits patins, dans la peau des uns et des autres. C'est une région où les taux de cancer sont très élevés à cause de cette guerre. Mais on n'a pas de centre d'oncologie. Par exemple, c'est une des revendications du printemps, du deuxième printemps, je vais en parler après. Donc, mais moi je vais commencer par une première question qui est toute simple. C'est en fait qui est la page 82. الكحل
c'est un caïd pas comme les autres. Et particulièrement, il a été choisi par l'émir Abdelkrim. Abdelkrim, c'est le patriarche de la révolution rifane. Il s'est installé à Dréouch. Dréouch, c'est une commune importante dans la région du Rif, entre Nador et Hoceima. Beaucoup de personnes connaissent le Hoceima parce que c'est Monte-Carlo marocain. Elle est jolie, il y a des bateaux, il y a des touristes. Elle est propre dans certaines rues. Moi, quand je l'ai visitée une fois, pour moi, c'est une colonie. C'est une colonie instaurée par le régime marocain dans le territoire rifin et par laquelle il contrôle toute la région. Toute la région. La région du Rif qui contient les rifins et les Jbala. Jbala, c'est la deuxième partie de la région. Mais il a choisi Dréouch. Donc, c'est un caïd pas comme les autres. Ça veut dire quoi? Alors, d'abord, caïd pas comme les autres, pour plusieurs raisons. D'abord, Haddou n'est pas né dans le Rif. Deux, Haddou n'est pas de la tribu d'Abdelkrim. Et Haddou n'est pas de la famille d'Abdelkrim. On a reproché, et les historiens ont reproché à Abdelkrim d'avoir constitué son gouvernement de sa famille. Il y a son frère qui a joué un rôle très important. Il y a son oncle, Abdeslam, et puis tout l'entourage. Le ministre des Affaires étrangères, c'était son beau-frère, Boujibar. C'était Azarkan. Boujibar qui était chargé des finances, c'est encore son beau-frère. Quand ce n'est pas de la tribu, de la famille, c'est des alentours. Alors, Haddou, d'abord, il appartient à une autre tribu. Et je sais que ce sujet, et ça, en essayant de mettre de jeter la lumière sur ce personnage, il y a beaucoup de gens qui l'ont mal interprété dans le Rif, parce qu'il y a ce permanent conflit entre les tribus. Donc les Bni Ouariagh d'un côté et les Kiwa de l'autre, et bien sûr il y a d'autres. Et aujourd'hui, il y a toute une discussion sur les réseaux d'information. Les gens se posent la question, qui a fait à Noël par exemple, qui a fait la guerre de Noël? Il y a beaucoup de personnes qui critiquent Abdelkrim parce qu'ils n'étaient pas sur place et que c'était d'autres tribus comme Siamen. Donc pour revenir un petit peu pas comme les autres, en plus quand il a envoyé quelqu'un qui n'est pas de Bni Ouariagh dans une région qui était à l'époque une région cruciale parce que c'était à l'avant-garde de la confrontation avec l'Espagne. C'est la région Est. Et en plus, Haddou, connaissant très bien cette région de l'oriental, donc il a supposé qu'il pouvait jouer un rôle très important dans le ralliement des tribus tout autour d'eux. En plus, il y a Milia, et lui-même, il avait travaillé, ça je ne l'avais pas dit, il avait travaillé comme espion français contre les Espagnols pendant la Première Guerre mondiale. Et les Espagnols l'avaient même arrêté, et je raconte un petit peu l'épisode, quand il avait été arrêté dans une île, les îles de Chafarinas, qui sont au large de Melilla, qui sont toujours espagnols malheureusement, et il a dû s'enfuir pour l'Allemagne. Donc, tellement de facteurs qui permettaient à Haddou de jouer un rôle très particulier. En plus, Abdelkrim comptait beaucoup sur son savoir-faire dans le domaine de l'espionnage. Parce que Haddou, du fait qu'il avait travaillé avec la France comme espion, du fait de ses relations dans toute la région de l'Oriental, il pouvait non seulement essayer de mettre en accord les tribus, ces tribus de l'Oriental qui ne sont pas les Bni Ouariagh. Parce que les Bni Ouariagh, c'était le cœur de la révolution, mais tout autour, il y a énormément de tribus qui juste après la grande victoire d'Anoual, ils sont venus vers Abdelkrim pour s'associer avec lui. Et donc Haddou a joué un rôle très important pour essayer de rassembler ces tribus. Et puis, les Espagnols, immédiatement après le désastre d'Anoual,
ils ont commencé à envoyer des renforts, mais énormément de renforts à Melia, et donc il était obligé. Et puis pour la petite histoire, et encore en relation avec la France, c'est Qaïd Haddou qui a informé dans une lettre le président de la République comme quoi l'Espagne, avec le soutien de la France et de l'Allemagne, était en train de préparer donc l'utilisation des armes chimiques contre les populations civiles rifènes. Et les conséquences, moi-même je suis médecin et j'ai travaillé pendant 30 ans dans ma région. Donc quand j'avais terminé ma spécialité de chirurgien, je suis revenu travailler chez moi parce que je considérais que c'était une responsabilité de ma part. Et donc Haddou a joué un rôle très important. Donc tout ce qui est relations, disons, d'espionnage, des relations d'espionnage, et en même temps de suivi aussi ce qui se passait à Oujda, parce que Oujda, quand Tanger, était devenu des centres d'espionnage qui permettaient à Abdelkrim donc d'avoir des informations. Et pour la petite histoire, Abdelkrim lisait la presse internationale, à Ajdir, en plein cœur du Rif. Il lisait la presse internationale avant Lyoté, qui était installé, le résident général français qui était installé à Rabat. Donc grâce à des espionnes anglais sur Tanger, il y a une femme en particulier à laquelle je consacre un projet. Donc je suis en train d'écrire un livre dans l'avenir. Merci pour ces précisions. En fait, il y a une question, justement, ça relaye la première partie de ton intervention, qui est celle de la relation de Haddou Ben Hammou avec Azar Khan, et le lien avec ce qui s'est passé dans la région de l'Est, mais c'est à Berkane, à travers la conférence de Berkane, et les négociations de ces chefs rifins avec la France. Sur quoi ils négociaient? Parce qu'ils savaient que la France allait intervenir avec des armes chimiques qui avaient des conséquences désastreuses. Mais ils négociaient sur quoi à Berkane avec les responsables français? C'est quelque chose qui interpelle. Oui, effectivement. La question des négociations, je crois que très peu de récits, très peu de livres lui ont consacré autant que ce livre, d'autant plus que Haddou, le personnage de mon livre, on était l'artisan. On était l'artisan, bien sûr. On était l'artisan grâce à ses relations avec Gabrieli et puis avec le général Mougin. Le général Mougin qui était le directeur de cabinet de Stig. Stig a été le nouveau résident après le départ donc de Lyoté. Lyoté a été remplacé par Stig, par Maurice Stig, dont le directeur de cabinet était le général Mougin. Donc entre Mougin et Gabrieli d'un côté et Haddou de l'autre, ils ont essayé de trouver une solution pacifique intermédiaire. Et disons que les Espagnols n'en voulaient pas parce qu'ils étaient déjà en position de force. Et la branche militariste française, il y a sa tête Pétain. Pétain était déjà arrivé jusqu'à Tizi Ouzli. Je ne sais pas si vous connaissez Tizi Ouzli. Tizi Ouzli, c'est 50 km d'El Hoceima. Donc Pétain, avec son armée, était arrivé jusqu'aux montagnes de Tizi Ouzli. Il y a eu un facteur naturel. Il y a eu un hiver très froid avec beaucoup de neige. Et ceux qui connaissent la région savent que du côté de Tizi Ouzli, il y a souvent beaucoup de neige. Et donc l'armée française a été stoppée par la neige. Et donc Pétain a été obligé d'arrêter son avancée. Et c'est comme ça que les mêmes forcés, il a accepté donc les négociations. Et comme j'ai dit, l'artisan était Haddou, parce que je le raconte un peu dans le livre. Et Haddou, il avait donc un regard différent de celui de la majorité des dirigeants rifins. Il avait à plusieurs fois, à plusieurs reprises, averti Abdelkrim de ne pas rentrer en conflit avec la France. Parce que Haddou
connaissant bien la puissance française et connaissant la réalité en Algérie, il savait que si jamais, parce qu'il y a une lettre de Lyoté, quand Abdelkrim avait pris tous les postes frontaliers entre le sud du Maroc et le Rif, Lyoté avait écrit une lettre à Panlevé, qui était le chef du gouvernement, lui dire on ne peut pas imaginer l'installation d'un gouvernement musulman au nord du Maroc, et que si jamais ce régime s'installe dans cette partie, c'est toute la colonisation qui va tomber, le Maroc, y compris l'Algérie. Donc c'est pourquoi on a essayé de trouver une solution intermédiaire. On avait proposé à Abdelkrim une sorte d'autonomie limitée. On a essayé donc de trouver une solution avec la France. Abdelkrim, il tenait absolument à avoir la paix avec la France. Et ça, dans tous ses écrits, et pas seulement pendant qu'il était donc à l'apogée de son mouvement, mais même après, quand Abdelkrim s'est retrouvé prisonnier dans l'île de la Réunion. Je ne sais pas si vous avez ces informations par rapport à nos amis françaises, mais Abdelkrim, le chef de la révolution en Rifen, d'ailleurs, à la fin de la guerre, Abdelkrim avait choisi lui-même, grâce à Haddou, de se soumettre à la France et pas à l'Espagne. Parce que les Français avançaient du sud et les Espagnols avançaient de la Méditerranée. Abdelkrim avait compris que malgré les négociations, il a laissé traîner les négociations grâce à l'habilité de Haddou, en pensant que peut-être la France ne prendrait pas la décision de continuer la guerre, et que face à les Espagnols, ils n'avaient pas peur parce qu'ils les avaient vaincus à Nouel, mais surtout ils les avaient vaincus à Chaouen. On ne parle pas beaucoup de la grande bataille de Chaouen, où des centaines donc, de morts espagnols, et puis on a récupéré énormément d'armes, et puis Tétouan était à la portée, sans parler de Fès. Les soldats d'Abdelkrim, ils étaient à 27 km de Fès, c'est-à-dire qu'il aurait pu occuper Fès et faire tomber la monarchie de l'époque, le sultan, qui était un sultan fantoche en quelque sorte, parce qu'en fait c'était la France et la résidence française qui gouvernaient. Voilà. Oui, c'est très riche comme information, parce qu'il y a beaucoup de choses que le commun des mortels ne connaît pas. Mais dans l'attitude de négociation, dans cette stratégie de négociation, tactique de négociation d'Abdelkrim avec la France, ne voulait pas, est-ce qu'il ne voulait pas fissurer le front entre la France et l'Espagne, sachant que, et tu le dis dans ton livre, page 139, c'est que l'Espagne a choisi l'aviation. Et tu dis, tu déclares de façon anecdotique, nos oiseaux ne volent pas. Mais en fait, l'Espagne, elle ne bombardait pas, elle assassinait. Elle faisait la razzia, elle détruisait les terres et, avec des armes, avec des trucs comme ça. Et donc, dans la tactique de Abdelkrim, il n'y avait pas une forme de grande stratégie de guerre, parce que Abdelkrim, c'était un grand stratège. Et beaucoup de leaders mondiaux se sont référés à sa façon de voir les choses. Donc cette stratégie de fissurer un front occidental, un front colonial français-espagnol n'était pas la bonne stratégie, où elle était la stratégie suicidaire de Abdelkrim face à une force de 800 000 avec de l'aviation, sachant qu'Abdelkrim n'avait pas d'aviation. Donc face à ça, est-ce que ce n'est pas une stratégie de guerre plutôt qu'une volonté de se soumettre? Non, disons que pour être modeste, Abdelkrim avait commencé avec très peu de moyens. Il faut reconnaître aussi et rappeler que Abdelkrim et son père surtout, c'était des amis de l'Espagne. Ils habitaient, leur tribu se trouve à... Je ne sais pas si vous avez connu le Club Med d'Alocema. Le Club Med d'Alocema, c'était le premier club méditerranéen en Afrique. Donc ça, c'est pour revenir un petit peu à l'histoire, à la volonté de Hassan II,
de faire du Rif une région donc, à caractère touristique, et puis faire fuir ses enfants pour aller travailler à l'étranger et en faire une belle cité. Oui, il y avait bien sûr le Club Med, où le mois d'août, on en avait jusqu'à 4000 touristes qui venaient de France. Et dans le Club Med, la durée de séjour durait du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Donc Abdelkrim, quand il avait grandi, effectivement, il commençait à recevoir des offres d'un peu partout, des soutiens qui lui venaient du monde entier. Il a reçu des journalistes anglais, des journalistes américains, il a reçu beaucoup d'espions, et surtout à travers le monde. Et là, le rôle du Parti communiste français et de la Confédération générale des travailleurs, la CGT, avait joué un rôle très important. Au Parlement français, c'était des débats houleux sur cette guerre du Rif. Les communistes, la gauche en général, ne voulaient pas de guerre parce que c'était des centaines et des centaines d'enfants français qui mouraient pour une cause qui n'était pas la leur. De toute façon, ils faisaient le boulot à la place des Espagnols. Parce que cette partie du Nord n'allait pas revenir aux Français dans tous les cas. Et ce qui s'est passé, la France a fait la guerre à la place de l'Espagne. Et à la fin, c'est l'Espagne qui a occupé le Nord. Donc par rapport à cette stratégie Abdelkrim, bien sûr que Abdelkrim, il comptait beaucoup sur les informations que lui donnait Haddou. Et la France, il faut dire, le front français était divisé en deux. Il y avait les va-t-en-guerre, les militaires et à leur tête Pétain. Il y avait le cartel de gauche qui gouvernait et qui voulait une solution intermédiaire. Donc Abdelkrim comptait un petit peu sur le pouvoir et sur le rôle qu'aurait joué le Parti communiste, la gauche, l'opinion publique française qui était contre la guerre. Mais malheureusement, à la fin, c'est Pétain qui s'est allié avec Primo de Rivera, le fasciste espagnol, et ils ont eu gain de cause parce que Abdelkrim, à la fin, n'avait rien à leur offrir que de se soumettre. Donc il n'avait pas insisté pour continuer la guerre, sachant que déjà l'Espagne donc commençait à bombarder les populations civiles. Alors c'est des razzias, c'est des douars brûlés, c'est des femmes violées, et ça on en parle, malheureusement on n'en parle pas beaucoup, et c'est grâce à Haddou qu'à la fin, et Haddou avait joué un rôle très important, ça je le rappelle, et malheureusement la presse espagnole l'avait très critiqué sur cette question. Quand elle était à Driouch, quand on l'avait nommé comme caïd, il avait la responsabilité de s'occuper des prisonniers espagnols. C'était des centaines et des centaines de prisonniers espagnols, dont des femmes. Il y avait même un général, le général Navarro, il y a eu un général de mort dans la guerre, c'est Silvestre. Il y avait un autre général, c'est Navarro, que Abdelkrim avait fait prisonnier. Abdelkrim, quand il avait reçu un grand journaliste espagnol, il lui a donné toute la liberté d'aller voir Navarro et de rester avec lui le temps qu'il veut et de l'interviewer. Et quand il est rentré chez lui, il a écrit un livre, il a fait d'abord plusieurs... Mais il a dit du mal au sujet de Caïd Haddou, parce que quand il s'était entretenu avec des prisonniers, on a reproché à Caïd Haddou d'avoir violé beaucoup de prisonnières espagnoles, et ce n'était pas vrai, ce n'était pas lui, c'est un autre Hammouk qui l'a vu. Alors que Haddou, à la fin de la guerre, il s'était occupé de sauver la vie des prisonniers espagnols, mais surtout des Français. Et à la fin de la guerre, comme en contrepartie d'une soumission de Abdelkrim dans la paix, c'est-à-dire que la France avait proposé, il y a Robert Montagne, un des plus grands anthropologues français, qui a fait partie de cette petite délégation de 3 personnes qui étaient parties pour négocier à Abdelkrim sa soumission. Alors Abdelkrim, en contrepartie d'avoir du côté français ce qu'on appelle l'amen, c'est-à-dire la paix pour lui, pour sa famille et pour ses biens. On lui a reproché beaucoup cette affaire-là, parce qu'on a laissé les autres mourir
Et Abdelkrim, on lui a assuré donc la survie à lui, à sa famille et surtout à ses biens. Et en contrepartie de quoi? C'est de remettre les prisonniers français. Il y avait le colonel Korap qui avait occupé Tergist, et c'est Haddou lui-même qui s'était chargé de remettre les prisonniers. Et alors qu'il croyait que la France allait reconnaître tous les services qu'il lui a rendus, on a fait de lui un exilé et on l'a envoyé en résidence surveillée à Souera, à Mogador, où il est resté prisonnier pendant 22 ans. Merci beaucoup. J'embraye sur cette dernière partie dans ton propos, c'est qui est Jules César disait que celui qui veut la paix prépare la guerre. Donc dans le rôle Qaïd Haddou en tant qu'homme de main de Abdelkrim a été chargé de préparer la guerre, a été chargé de préparer la paix, parce que ces négociations, on a dit de Berkane, celles de Oujda, de Taourit, à la page 248, tu évoques le ni oui ni non, etc. Que voulait exactement Abdelkrim et quel est le rôle joué par véritable rôle joué par Qaïd Haddou, parce que à cette époque-là, Abdelkrim, à la fin de la guerre, s'est senti un petit peu vaincu. Sauf que comme grand stratège, il fallait transformer cette défaite en victoire utile au peuple rifin. Et utile au peuple rifin et le Sud. Le Sud qui pourrait participer et allier des populations. Quel était le rôle de Qaïd Haddou dans cette stratégie qui est un petit peu... c'est une stratégie... est-ce qu'il veut la paix, est-ce qu'il veut la guerre, etc. Et il est défait. Il a échoué. Haddou a cru en la France jusqu'au bout. C'est-à-dire que pendant les pourparlers de Oujda, il y avait bien sûr les pourparlers officiels, où il y avait d'un côté une délégation espagnole et une délégation française, et de l'autre côté, il y avait la délégation rifaine, dont Haddou, avec son ministre des Affaires étrangères, Azarqan, et Ben Ziyan, un des conseillers de Abdelkrim. Mais même à la fin, quand ils ont eu l'ultimatum, quand on leur a dit que le 1er mai, on leur a permis d'aller dans le Rif discuter avec l'émir. Si vous ne revenez pas avec les prisonniers, c'en était fini des négociations et qu'on va les continuer. Donc Azarqan, il revient avec Haddou dans le Rif. Bien sûr, Haddou était déjà revenu 2 fois en pilotant lui-même l'avion. Les Français lui ont permis de revenir dans le Rif pour aller convaincre Abdelkrim de trouver une solution intermédiaire. Donc Haddou, à la fin des négociations, il avait continué à avoir des relations avec le général Mougin et avec Gabrieli. C'est pourquoi il avait fait venir dans le Rif une délégation humanitaire française. Il y avait le grand combattant, le grand résistant français, Pierre Parent. Ce Pierre Parent, c'est quelqu'un qui avait fait la première guerre française. Et on lui avait donc, il a été blessé pendant la guerre. Et il a choisi de venir s'installer au Maroc, à Casablanca, où il est devenu agriculteur. Et puis il était devenu président de l'association des anciens combattants pour le Maroc. Il était en contact, bien sûr, avec les officiels français, mais aussi avec Haddou. Donc à la fin, c'est-à-dire que l'ultimatum a été fait, a été donné, mais Haddou a tenu à faire venir Pierre Parent et un médecin. Médecin, c'est Maurice Gau. Ceux qui connaissent Casablanca, ils savent que l'hôpital du CHU de Casablanca s'appelle, les Marocains, l'hôpital Maurice Gau. Alors, moi-même, je ne savais pas quand j'étais étudiant qui était ce Maurice Gau,
Et bien ce Maurice Go, c'était un médecin français qui travaillait à Rabat et qui a eu une grande renommée et qui avait accepté de venir avec Qaïd Haddou dans le Rif pour s'occuper des prisonniers français et pour essayer donc de tenter la dernière chance d'une nouvelle renégociation avec les Français. Disons que Haddou a envoyé Pierre Parent avec 2 lettres signées par Abdelkrim